Bien, alors après les premiers sujets que nous avons évoqués précédemment, qui concernaient le diagnostic, la prise en charge, le score adapté, également la protection juridique et financière, maintenant il va être temps d'aborder la question, ou peut-être les questions de la scolarisation et de la formation. Donc la loi de 2005, et plus récemment encore, la loi de 2013, font de l'inclusion la notion de référence quant à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Reste à savoir comment l'école peut répondre aux besoins particuliers de ses élèves. Alors pour aborder cette question, nous accueillons M. Millot, nous accueillons M. Favre, qui sont tous les deux inspecteurs de l'éducation nationale, en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc M. Millot pour le département de l'Ardèche et M. Favre pour le département de la Drôme. Nous accueillons également Mme Christine Philippe, qui est spécialiste de la scolarisation des élèves avec autisme depuis 20 ans, maître de conférences honoraires en sciences de l'éducation, responsable de formation à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et d'enseignement adapté. C'est un institut qui se trouve à Suresnes. Madame Philippe, vous nous exposerez la situation de la France en matière d'inclusion scolaire et vous nous direz quelles conditions réunir pour gagner ce pari de l'inclusion. Enfin, la question de l'accès à l'emploi ne sera pas oubliée. Madame Vietzoli, vous êtes psychologue et psychothérapeute au centre hospitalier Alpes-Isère et en mission au C3R de Grenoble. Donc c'est un centre expert pour Asperger adulte et un centre de réhabilitation psychosociale. Vous évoquerez l'accompagnement des adultes avec autisme, l'accès à l'emploi et le job coaching. Enfin, à l'issue de ces présentations, nous aurons un bref temps de questions, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à nos interlocuteurs. Bonjour, donc Pierre-Jean Favre, inspecteur d'éducation nationale en charge de l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés. J'essaye de mettre mon timer à moi pour rester dans les temps. Nous ferons donc une présentation à deux avec Michel Millot. Peut-être une présentation de ma part un peu plus générale sur la philosophie de l'école inclusive et M. Millot qui lui reviendra peut-être une approche un petit peu plus concrète dans les départements. Donc tout d'abord, en préalable, un grand merci pour cette initiative d'organisation. Colloque bidépartemental et à la fois de qualité de la part de la diversité et l'importance qualitative de ces intervenants, et en même temps une réponse à un nombre croissant de questions, de sollicitations des familles, mais aussi des professionnels du secteur enseignant, et j'y reviendrai, secteur enseignant, secteur éducatif et associatif. Je reviendrai en quelques mots sur la question qui nous est posée. Comment l'école peut-elle répondre aux besoins éducatifs et pédagogiques de l'élève? J'y reviendrai, je viendrai à aborder ce qui adosse notre action en tant que membre de la communauté éducative. L'école au sens large, c'est-à-dire incluant le premier et le second degré, est une micro-société. Dans le cadre des textes qui régissent son fonctionnement, elle se doit d'appliquer la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013, loi qui développe un concept à la fois novateur pour notre pays et plus globalement au sens des répercussions qu'elle engendre dans notre société. Depuis les diverses déclarations des Nations Unies, en passant par la conférence de Salamanque, nous voyons bien que les choses changent et que l'école comme la société est en train d'évoluer. Il ne peut en être autrement. La loi de février 2005 a amené l'école à se positionner différemment. Auparavant, c'était à l'enfant à besoin éducatif particulier de prouver qu'il était en mesure d'être intégré en classe. Depuis, c'est à l'école de faire en sorte de l'inclure. Le concept n'est pas le même, le chemin non plus, et il revient à l'école un rôle plus fort, plus engageant. L'école inclusive, au sens de la prise en compte de la diversité des élèves, est en train de naître. Elle est en train de se développer, cela prendra du temps. Comme toute naissance, elle aura besoin de tous pour se parfaire, car l'enjeu est vaste, il est noble également. Je ne parle pas des concepts abstraits, loin des réalités de terrain, mais bien des choses factuelles. On ne peut plus entendre le fait que l'on refuse l'accès à l'école. C'est parfois le cas, et bien trop souvent, nous, en tant que représentants de l'éducation nationale, nous le regrettons et le condamnons. En effet, la loi de février 2005 est claire. L'accueil doit être effectué. Nous pouvons entendre que la scolarisation puisse être difficile dans ce cadre qui peut paraître parfois rigide. Il nous revient le fait de l'adapter si tel est le cas.
Il est toutefois des situations où la scolarisation devra être aménagée au regard des capacités et des besoins de l'enfant. Bien entendu, cela devra se faire selon le regard des professionnels que sont nos partenaires de la Maison départementale des personnes handicapées. En effet, ce sont eux qui, au travers des éléments de diagnostic de la situation vécue à l'école, sont à même de déterminer les mesures de compensation à mettre en œuvre. Mais nous devons de nous préoccuper de chacun des singuliers, selon le terme consacré par Charles Gardon. Tout l'enjeu est là. En atteignant très tôt un enfant par son intelligence et par l'expérience du côtoiement de ceux qu'il juge de prime abord étranges, on prévient des dérèglements et en même temps de ses comportements, par là même de ses pratiques. L'autonomie de pensée et d'action que l'enfant acquiert par son éducation lui permet d'échapper aux préjugés sur le handicap pour qu'il en devienne acteur. Sans cet étayage, l'enfant risque de demeurer dans une acceptation passive de la mise à l'écart, des non-conformes à la norme. Faute de promouvoir son attitude à saisir le monde tel qu'il peut être vécu par ses pairs en situation de handicap, ils resteront pour lui irréels. Il nous revient de redonner à l'éducation au sens large tout son sens, tout ce pourquoi elle a été construite. C'est le sens du développement de l'idée d'école inclusive. Cela exige de tous les acteurs un profond changement de positionnement. En effet, laisser perdurer l'école ne se préoccupant pas de cette dimension, voire l'ignorant, ne répondrait plus au premier de ses devoirs, celui de l'humanisation. Pour ce faire, il s'agit pour nous, membres de l'encadrement de l'éducation nationale, d'accompagner ce changement de posture, de prise de conscience de cette nécessité. Cela passe bien entendu par la formation, par une formation dépassant les seuls métiers de l'éducation nationale et du handicap. C'est dire si ce chantier qui s'ouvre à nous est immense. Il nous faut modifier en profondeur les cultures professionnelles, car la carence entretient les ignorances et prédispose aux attitudes conformistes. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le spectre autistique. Il nous faut changer de logiciel. Cela nécessite une prise de conscience, mais au-delà, cela nécessite de mieux comprendre comment accueillir un enfant, un élève dans toute sa diversité et comment faire en sorte de s'appuyer à la fois sur ses réussites, à la fois sur ses points forts. Comment nous, adultes, nous préoccupant du devenir des enfants dont nous avons la charge, pouvons-nous remplir notre caisse à outils pédagogique de manière à répondre au plus près aux attentes individuelles de chacun. Des avancées sont mises en place. Le déploiement du guide d'évaluation appelé GEVA scolaire par l'équipe pédagogique participe de ces avancées. Il permet de faire le point sur la situation de l'enfant, au-delà des attendus scolaires, et laisse à la Maison départementale des personnes handicapées la charge de décider, au regard de cette évaluation, des moyens de compensation à mettre en œuvre et des mesures à développer dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. C'est à partir de ces éléments factuels que les choses s'imposent à l'école et qu'il nous revient de mettre en œuvre ces mesures. Elles doivent s'imposer à nous et par là même à tous les acteurs de la vie de l'enfant. Les choses devraient être simples. Si l'ensemble des enseignants étaient non seulement sensibilisés, mais aussi convaincus et formés à la gestion de l'hétérogénéité et au développement de stratégies pédagogiques adaptées à la diversité des attentes. Cela n'est pas le cas, je le reconnais et nombre de parents ici présents sont sans nul doute du même avis que moi. Il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur l'ensemble des enseignants. Nous sommes en pleine mutation des métiers liés à l'accueil des élèves, non seulement des enseignants, mais de tous les personnels en relation avec le monde scolaire. Il nous faut poursuivre notre action de formation, tant dans la formation initiale que dans la formation continue, dans une sorte de continuum tout au long de la carrière. Le but recherché est bien qu'ensemble, nous nous adaptions afin d'accompagner les équipes pour que les adaptations proposées soient effectivement développées. Il en revient une réelle obligation au sens de la loi. Concernant plus spécifiquement ce qui nous occupe aujourd'hui, nous partons de loin, de l'ignorance généralisée existante jusqu'à environ 3 ans,
Nous sommes passés par la sensibilisation, puis l'information, non pas sur les troubles eux-mêmes, mais plus spécifiquement sur ce qui préoccupe le fond de métier de l'enseignant, les conséquences sur les apprentissages des troubles dont souffrent les élèves relevant du spectre autistique. De nombreux temps de formation ont été organisés et devront être développés plus encore afin de faire en sorte que les pratiques professionnelles évoluent par-delà la connaissance des répercussions des troubles. Il en va de l'accueil des élèves, de leur socialisation et plus globalement de la mise en œuvre de leur projet de vie. Je vous remercie. Peut-être en écho à ce qui a été dit. La scolarisation des élèves en situation de handicap est aujourd'hui une réalité incontournable, cela vient d'être rappelé, mais elle est aussi très contrastée, selon le handicap, selon le contexte local, selon le projet de vie de l'enfant ou du jeune que les familles façonnent, selon la disponibilité des partenaires, services éducatifs ou thérapeutiques, au service véritablement ou non de ce projet. En Ardèche, nous scolarisons environ 1400 élèves handicapés à la dernière rentrée scolaire, dont environ 150 enfants relevant des troubles envahissants du développement. La très grande majorité d'entre eux est scolarisée en milieu ordinaire. La banalisation de l'accueil ne peut que renforcer l'exigence d'une école capable, ou non, de prendre en compte les différences. Jusqu'à la loi de 2005, l'école a répondu au défi de la différence ou de la difficulté scolaire par la dévolution de ses réponses et de ses prises en charge à un secteur spécialisé, le secteur spécialisé de l'éducation nationale ou le secteur médico-social. Elle hésite sans doute encore aujourd'hui en maintenant ou en développant des dispositifs spécifiques, parfois dérogatoires, je pense au SECPA, parfois qui tentent l'équilibre entre protection et inclusion, je pense au CLIS et aux ULIS. Alors effectivement, comment désormais passer d'un savoir-faire d'enseignant spécialisé à une pratique pédagogique intégrée dans le quotidien d'une classe ordinaire? Je crois que Mme Philippe va aussi approfondir cette question tout à l'heure. L'école est constamment en tension entre l'urgence des situations et sa capacité à y répondre, paradoxalement ignorante parfois des savoirs construits par la recherche, mais identifiés par un réseau militant ou associatif. L'école a encore besoin de construire une réelle expertise de la scolarisation des élèves handicapés, ou du moins de reconnaître et reproduire des pratiques d'étayage profitables pour tous les élèves. L'inclusion n'est pas seulement l'exercice de l'excellence des didactiques des disciplines, mais aussi la mise en œuvre d'un savoir-faire pédagogique raisonné, éprouvé, scientifiquement établi et enseigné. Aujourd'hui, l'école avance, souvent de manière désordonnée, en prenant appui sur toutes les ressources formatives, les siennes propres d'abord, mais aussi celles que constituent les associations, les parents experts que vous êtes devenus, mais aussi les établissements et services qui peuvent nourrir de leur regard et de leur propre expérience l'engagement professionnel des enseignants. C'est une tâche immense qui requiert modestie et constance. La présence d'un élève en situation de handicap dans la classe bouscule les certitudes. Elle met l'enseignant en difficulté, interroge son propre savoir-faire, ses propres représentations de la réussite à l'école, son idéal égalitaire ou ses croyances dans le mérite républicain. L'élève doit faire l'effort de s'élever, n'est-ce pas? C'est encore la représentation commune. Le partenariat lui-même, revendiqué et redouté, proclamé dans les synthèses du GEVASCO ou dans la formalisation des PPS, peut être parfois vécu comme une intrusion, la remise en cause d'une professionnalité ailleurs reconnue et soudain contestée. Et que dire quand celui-ci est porté par des parents? Des compétences entrechoquent, des territoires jusque-là préservés s'ouvrent au débat, à l'analyse, à l'argumentation. C'est très inconfortable quand on est enseignant, même si c'est enrichissant. À qui appartient l'élève handicapé? À l'école? Mais elle est toujours empruntée entre son obligation de performance et son savoir-faire perpétuellement réajusté. Aux parents? Mais l'exigence de la singularité
du projet personnalisé heurte les pratiques collectives enseignantes et renforce les préventions. À l'institution médico-sociale, mais l'obligation de scolarisation tend là aussi à entrevoir le partenariat comme le temps des prises de risques, des allers-retours où se joue la compréhension des contraintes, la peur des échecs, la confrontation des identités professionnelles avant le métissage des compétences. Mais a-t-on le temps de prendre le temps du partage? Et les partenaires sont-ils toujours conscients d'être des parties prenantes d'un même projet? C'est dans cette réalité complexe que les enseignants construisent l'école inclusive. Pour ce qui concerne le département de l'Ardèche, nous disposons de 3 entités sur le territoire départemental. Il ne s'agit pas d'un maillage, mais d'un essai cohérent de répartition géographique. Je n'en présente que l'architecture générale, il revient davantage aux enseignantes qui y sont engagées de témoigner de l'intérêt et de la pertinence de ces dispositifs. Nous avons ouvert une CLIS à la rentrée 2013 dans une école primaire du sud du département. Elle accueille à l'heure actuelle 7 élèves, dont 5 sont également inscrits dans 2 IME voisins. Il s'agit pour nous de construire une première expérience de l'accueil de ces élèves. Une enseignante spécialisée, bien évidemment, et aidée d'une EVESCO, et des éducateurs sont présents dans la classe. Nous avons ouvert une autre CLIS à la rentrée 2014, dans une école maternelle, cette fois, dans le nord du département. Elle accueille aujourd'hui 5 enfants de 4 à 7 ans. Ici, nous souhaitons mettre en œuvre 3 principes. Un accueil privilégié, plus précoce, pour des élèves relevant du cycle 1 et 2, 4 à 7 ans, en alternance, entre l'école ordinaire, qui reste l'école de référence, et la CLIS, dans un dispositif plutôt que dans une classe fermée ou filière. Et puis, nous avons une enseignante ressource, experte pédagogique, conseillère pédagogique pour la scolarisation des élèves têtes dans le second degré, qui intervient non pas auprès des élèves, mais auprès des équipes pédagogiques et dans l'encadrement de l'établissement pour concevoir les adaptations nécessaires. Chaque établissement du second degré a désigné en son sein un enseignant référent autisme pour rappeler les conditions de l'accueil auprès de l'équipe et de l'établissement. Un réseau d'enseignants ressources est ainsi peu à peu constitué autour de cette enseignante, qui peut aussi en outre intervenir auprès des élèves du cycle 3, le nouveau cycle de consolidation, et ainsi préparer à l'entrée en 6e. À travers la scolarisation des élèves porteurs des troubles envahissants du développement d'autisme, nous essayons donc aussi de porter une autre idée des classes spécialisées de l'éducation nationale, moins centrée sur la conception de filières dont les CLIS et les ULIS sont encore un peu les héritières et plus ouvertes à l'inclusion dans le milieu ordinaire. Dans ce qui est désormais un chantier qui se développe au quotidien, l'institution scolaire apprécie tout naturellement le professionnalisme des partenaires, qu'ils soient institutionnels ou non, mais reconnus. Il faut que chacun reste sensible aux conditions de la coopération, aux hésitations de l'alternance. Ce qui se joue aujourd'hui dans cette quête, c'est bien aussi l'enjeu d'une réappropriation des compétences professionnelles au cœur des missions pédagogiques des enseignants. C'est peut-être un paradoxe que de vouloir réinstaurer une légitimité professionnelle dans un contexte où savoir et référence s'exposent en toute publicité, loin de l'intimité ou de l'entre-soi universitaire. Et pourtant, c'est bien dans un retour à la formation, comme il l'était dit tout à l'heure, initiale et continue, et je sais dans quel état elle est aujourd'hui, et quelles qu'en soient ses formes, conduite dans les instances de l'institution éducation nationale, que se gagne la promesse de l'école inclusive. L'école a ses pesanteurs et ses préventions. C'est une représentation communément admise et confortable. Mais il n'y a pas d'école traditionnelle. L'école existante est une réalité mouvante qui charrie les nombreuses innovations du passé, disait Olivier Reboul. Nous avons, vous et nous, en commun l'ambition de la scolarisation des élèves en situation de handicap. C'est un projet éthique qui ne peut cependant se développer sur les seules ambitions de la générosité et de la compassion. L'action des partenaires et des parents à l'école, à côté de l'enseignant, avec l'enseignant, est nécessaire. Elle aide à construire les compétences professionnelles pour mieux réussir la scolarisation de l'enfant en situation de handicap et pour concevoir sa présence à l'école, non pas dans l'attente d'une orientation spécialisée, mais comme le moment particulier d'un parcours qui se déploie de plus en plus dans toute la scolarité dans notre territoire. Merci.
Bien, je vais commencer en attendant que ça arrive. Donc, je remercie l'association Agir pour l'autisme. Il en a tellement. Donc de m'avoir invité à cette manifestation. Et donc, je vais en effet parler de l'école inclusive. Voilà. Ça y est. Ah, ben voilà. Bien, alors, voilà, je vais d'abord faire un petit préambule avant de vous présenter un petit peu le plan de mon intervention. J'essaierai aussi de vous montrer au moins un ou deux extraits de vidéos de situations pédagogiques pour qu'on ne soit pas seulement dans le discours, mais qu'on puisse voir aussi des situations concrètes, que j'appelle d'ailleurs des situations limites. Donc, par exemple, effectivement, d'enfants dans le spectre autistique, mais plutôt dans le bas du spectre, accueillis en classe ordinaire avec accompagnants. Voilà, c'est effectivement encore difficile aujourd'hui, mais il y a des expériences qui montrent que c'est possible, et ça, c'est effectivement très encourageant. Alors, voilà, je commence par deux citations. L'une, c'est de Marcel Nuss. Marcel Nuss est une personne handicapée, il a un handicap moteur, et dans la citation que j'ai choisie, là, il montre bien l'importance de la scolarisation pour le devenir de la personne, qu'elle soit ou non handicapée. Et ça, il faut l'avoir dans l'esprit, c'est très important. On parlait des adultes ce matin. Si on veut améliorer le sort, effectivement, des adultes avec autisme, il faut commencer, effectivement, par s'intéresser à leur parcours scolaire. La capacité à être autonome, dit Marcel Nuss, dépend entre autres du parcours scolaire de chacun d'entre nous. Et en ce qui concerne les élèves autrement capables, j'apprécie beaucoup la façon dont il les nomme, c'est important les mots, les personnes autrement capables. De la réussite de ce parcours découlera la réussite d'une existence citoyenne et responsable. Par conséquent, un parcours scolaire négligé ou bâclé provoquera immanquablement un surhandicap dont souffrira la personne devenue adulte. Bon, on a beaucoup parlé des carences éducatives, affectives, etc. Mais on n'a pas suffisamment parlé des carences scolaires. Les carences scolaires, elles ont effectivement des conséquences, et notamment pour ces enfants en situation de handicap, d'ailleurs, quel que soit le handicap. Et là, c'est un passage d'une circulaire qui date du 30 avril 2002, qui dit à peu près la même chose, mais d'une autre façon. Donc c'est une circulaire de l'Éducation nationale et qui parle de situation de handicap. Moi j'aime beaucoup cette expression, situation de handicap, parce qu'il y a le handicap, effectivement, avec les difficultés qu'il implique, mais il y a aussi la situation dans laquelle on met la personne, qui effectivement peut la surhandicaper. Si on lui offre un accompagnement pas adapté, si effectivement le milieu que l'accueille n'est pas formé, n'est pas motivé, ben on va la mettre en effet dans une situation de handicap. Donc c'est très important cette notion de situation. Et la circulaire précise que les conséquences de ces atteintes, maladies ou déficiences, là, qui relèvent du handicap, peuvent être considérablement réduites par des démarches pédagogiques appropriées. Donc c'est dire que le parcours scolaire, s'il est adapté, s'il est bien mis en œuvre, eh bien, peut effectivement faire progresser la personne et même avoir une action et des conséquences sur la situation de la personne et même sur son handicap. À l'inverse, et là, la circulaire dit la même chose que Marcel Nuss, les lacunes d'un parcours scolaire peuvent générer des incapacités
qui, sans lien avec une atteinte ou une déficience, crée pour le futur adulte les conditions d'un désavantage social durable du fait d'apprentissage mal ou insuffisamment maîtrisé. Moi, je trouve que c'est très important de l'avoir dit dans une circulaire, et ça serait même intéressant d'en ressortir une comme ça aujourd'hui, en mettant l'accent justement sur l'importance de ce parcours scolaire. Alors voilà ce que je vous propose, de faire un rapide état des lieux. Je ne vais pas sortir tous les chiffres parce que c'est vrai qu'il y a eu les recommandations en 2012, du coup il y a eu un certain nombre de rapports, des chiffres qui ont été donnés. Je vais vraiment aller à l'essentiel pour rappeler un petit peu quelle est la situation actuelle de la scolarisation et en particulier de la population qui nous intéresse. J'essaierai d'analyser cette situation en posant la question effectivement de l'intégration ou de l'inclusion. Je pense que c'est très important de réfléchir là sur ces deux notions qui n'impliquent pas du tout les mêmes pratiques. Et puis, bien sûr, je développerai, pour terminer, une partie qui concerne les propositions qu'on peut faire pour aller vers l'inclusion scolaire, sachant que l'inclusion scolaire, pour moi, c'est une valeur éducative, c'est une finalité. Enfin, moi, je suis philosophe de formation, donc les mots ont une importance. Ça signifie qu'on ne pourra jamais l'atteindre en totalité. C'est un idéal, donc, et même un processus. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de tendre vers cet idéal, d'aller le plus loin possible. Mais bon, voilà, il ne faut pas poser ça comme un objectif, parce que c'est complètement irréaliste. Une société ne sera jamais parfaitement inclusive, mais elle sera plus ou moins inclusive. Et là, c'est important d'aller le plus loin possible dans ce processus et de tendre vers cette finalité. Alors, la situation actuelle de la scolarisation, bien sûr, il y a la loi de 2005, ça a été le rappelé, qui, pour la première fois, a posé un droit à la scolarisation. Effectivement, parce qu'auparavant, on parlait d'obligation éducative, c'était quand même beaucoup plus vague. Là, droit à la scolarisation, c'est très clair, c'est une entrée par les droits communs. J'aurais bien aimé que dans cette loi, on précise néanmoins que pour ce qui est de ce droit à la scolarisation, eh bien, concerne tous les enfants, quelle que soit la gravité du handicap. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment clairement précisé, parce que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, voilà, que les professionnels, aussi bien de l'éducation nationale que du médico-social, etc., soient bien persuadés que ce parcours est possible, quelle que soit la gravité du handicap. Bien sûr, après, il faut l'adapter, hein, il faut connaître et comprendre la personne et ses besoins, mais elle concerne vraiment tous les enfants. Maintenant, il ne suffit pas de proclamer un droit pour qu'il soit appliqué comme ça d'emblée, surtout dans notre système tel qu'il fonctionne, je vais y revenir. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que bien sûr il y a des avancées, je crois qu'il ne faut pas les nier. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'occupe de cette question, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux être autiste aujourd'hui qu'il y a 20 ou 25 ans. C'était quand même, la situation était beaucoup plus critique. Bon, néanmoins, on avance quand même tout doucement, et il y a d'autres pays qui, effectivement, aujourd'hui, sont plus avancés que nous en la matière. Alors, il y a la loi de 2005, il y a aussi la loi sur la refondation de l'école. Cette loi, effectivement, est importante, parce que la loi de 2005 parle de droit à la scolarisation, mais il n'y a pas la notion d'inclusion. Là, dans la loi de 2013, l'école refondée est présentée comme une école inclusive. Donc ce principe de l'inclusion scolaire est posé pour tous les enfants sans distinction, c'est comme ça que c'est exprimé. Et là j'ai mis une citation extraite de cette loi, il y est mentionné: la scolarisation en milieu ordinaire est favorisée, elle permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les élèves en situation de handicap et pour les autres, une plus grande ouverture à la différence. La fin de la phrase est importante aussi. C'est-à-dire que c'est l'école inclusive, mais j'y reviendrai, elle est importante pour les élèves en situation de handicap, mais elle est aussi importante pour les autres, et on verra pourquoi. Alors dans cette loi, il y a aussi bien sûr la pérennisation du statut, d'une partie des AVS, je ne vais pas développer cet aspect, le développement du numérique, la formation des enseignants en handicap. Donc c'est vrai que c'est une loi très importante et très ambitieuse. Maintenant, voilà, comme la loi de 2005, il va falloir essayer de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions, et ce n'est pas joué d'avance. Alors bon, la situation actuelle, il y a eu donc toutes sortes de rapports. Je cite là un bilan de la loi de 2005 qui pointe pas
après je vais venir à la population des élèves avec autisme. Là, ces élèves sont inclus dans une catégorie qu'on appelle les troubles des fonctions cognitives et mentales. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'entre le premier degré et le second degré, il y a une marge extrêmement importante. On passe de 60 000, un peu plus, dans le premier degré, à quasiment la moitié dans le second degré. Donc effectivement, il y a un gros effort à faire dans le second degré, parce que quand on regarde effectivement d'autres types de handicap, même les 10, qui aujourd'hui d'ailleurs sont inclus dans... si on se centre sur cette population-là, entre le premier et le deuxième degré, il y a même dans le second degré un peu plus d'élèves, ça veut dire qu'ils sont repérés un peu plus tardivement pour certains. Et puis pour les troubles auditifs ou les troubles visuels, là, effectivement, il n'y a pas cet écart qui existe pour effectivement cette population. Alors, il n'y a pas que les autistes, mais qui présentent un handicap mental, cognitif, psychique, qui d'ailleurs constitue le gros des bataillons dans le champ du handicap. Là, il y a vraiment effectivement beaucoup d'efforts à faire pour améliorer leur inclusion en milieu ordinaire. Bon, ça c'est d'autres chiffres d'un rapport du Comité économique, social et environnemental qui date de 2012 et qui, donc, concernant la population qui nous intéresse, considère que, alors c'est un chiffre approximatif parce que tout dépend des diagnostics, c'est difficile de donner un chiffre précis, entre 90 000 et 110 000 personnes, donc enfants de moins de 20 ans, donc, sont concernés, et sur cette population, eh bien, c'est environ le quart qui se trouve scolarisé en milieu ordinaire. Et quand on dit scolarisé en milieu ordinaire, c'est pas uniquement dans les classes ordinaires, bien évidemment. Les élèves avec autisme, ils sont dans les classes ordinaires du préélémentaire, dans les maternelles. Après, ils le sont un peu moins à l'école élémentaire. Ils sont aussi beaucoup dans les CLIS. Et ensuite, quand on passe dans le second degré, ça devient plus compliqué parce que comme il y a quasiment moitié moins d'ULIS que de CLIS, difficile de poursuivre sa scolarité en ULIS. Et là, pour un certain nombre d'élèves, eh bien, c'est un gros problème que ce passage au secondaire. Et puis il faut aussi parler de ceux qui sont envoyés vers la Belgique. Il y a eu des reportages à la télévision, il ne faut pas les oublier. Donc environ 3000 dans l'enseignement adapté et puis 2000 dans les établissements spécialisés. Bien évidemment, c'est la France qui paye, qui finance ces prises en charge. J'aime pas cette expression, il faudrait qu'on l'abandonne un jour, mais voilà. Et là, c'est vrai que c'est quand même problématique. Et puis ce chiffre-là est tout aussi problématique concernant la situation actuelle. Il y a aussi les exclus de l'école. Là, on n'est pas du tout dans la loi, on est hors la loi. Il y a environ, donc ce sont des chiffres, effectivement, c'est un rapport sénatorial de 2012 qui note que 20 000 enfants en France sont sans solution scolaire. J'ai oublié de dire aussi que parmi ceux qui sont accueillis en milieu ordinaire, il y a le problème du temps partiel. Bon, je ne vais pas redévelopper, j'ai eu l'occasion d'insister beaucoup sur ces aspects, mais c'est vrai que bon, c'est bien d'accueillir, y compris en classe ordinaire, mais quand c'est sur un temps trop partiel, c'est quand même très problématique, surtout pour la population dont on parle. Quand c'est une matinée dans la semaine, 2 matinées, voilà, effectivement, comment cet enfant va-t-il pouvoir prendre ses repères? Et comment les enseignants vont-ils pouvoir aussi le connaître, s'adapter, etc. C'est très problématique. Mais ceux-là, ils sont comptabilisés dans la liste de ceux qui sont scolarisés. Ceux-là, ils ne sont pas scolarisés du tout. Et parmi ces 20 000, on trouve en effet des enfants avec polyhandicap, c'est la population vraiment sinistrée, mais aussi les autistes sévères. Donc autistes dans le bas du spectre, avec souvent déficiences intellectuelles associées. Donc là, effectivement, il ne faut pas les oublier, ceux-là, et normalement, ils sont aussi concernés par la loi de 2005, et il faudrait pouvoir leur proposer, bien sûr, une scolarité adaptée, en prenant en compte leurs besoins propres. Alors, je ne vais pas trop en rajouter, mais je voudrais quand même rappeler que la France a été à nouveau condamnée, ça fait plusieurs fois qu'elle est condamnée par le Conseil de l'Europe. Et là, la condamnation, elle est récente, parce qu'elle date de février 2014, condamnée pour ne pas suffisamment proposer de scolarisation en milieu ordinaire pour cette population, ni de formation professionnelle dans le prolongement de la scolarisation.
Hein, c'est important. Il y a la scolarisation pour les enfants, mais là, il y a le chantier suivant, et là, c'est un vrai chantier. Il faudrait vraiment qu'on s'y intéresse de près. C'est très important pour le devenir de la personne. C'est le chantier de la formation professionnelle des adultes dans le prolongement de la scolarisation. Et bien évidemment, la formation professionnelle, elle dépend de la scolarisation. Hein, elle est vraiment dans le prolongement. Et donc, ce Conseil note qu'il y a l'unanimité. On considère qu'il y a violation de l'article de la charte en ce qui concerne le droit des enfants et adolescents autistes à la scolarisation en priorité dans les établissements de droit commun. C'est vrai que s'il y a le quart d'entre eux en milieu ordinaire, il y a quand même un problème, même si, c'était rappelé tout à l'heure, d'une région à l'autre, il y a des disparités, c'est vrai. En France, ça c'est le système français. C'est-à-dire qu'on sort des lois, elles sont valables pour tous, et puis après on donne finalement aux autorités locales peut-être un peu trop de pouvoir, de liberté, ce qui fait qu'après, quand on examine la situation, on voit que d'une région à l'autre, il y a des disparités qui sont vraiment assez étonnantes. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de faire comme ça des formations, puisque le centre dans lequel je travaillais était un centre national. Je recevais des stagiaires de toute la France, et souvent, quand on échangeait, les uns et les autres, on était très très surpris de ce qui se passait dans telle région et dans telle autre, parce qu'on avait beau avoir les mêmes textes, il n'y avait pas la même mise en œuvre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui questionne. Alors, quelles sont les différentes modalités de scolarisation donc, pour ces élèves ? Alors, il y a bien sûr les classes ordinaires avec accompagnants. Donc, pour ce qui est effectivement des élèves avec autisme, et puis plus ils sont effectivement dans le bas du spectre, plus c'est difficile pour eux. Donc, c'est surtout en maternelle qu'on va trouver cette situation-là, majoritairement. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des unités d'enseignement donc dans les maternelles qui sont mises en place, et normalement qui devraient accueillir des enfants qui normalement auraient dû être envoyés vers les établissements spécialisés. Donc là, ça vient de se mettre en place. Il n'y en a pas beaucoup encore. Ça devrait se multiplier à la rentrée prochaine. Bon, c'est trop tôt pour dire quelque chose, pour voir un petit peu comment les choses vont se passer. Mais là encore, j'ai le sentiment que d'une région à l'autre, ça va dépendre un petit peu de la façon dont c'est pensé, dont c'est préparé, etc. Je m'attends à une certaine disparité, mais enfin, bon, voilà, il faudra faire aussi un bilan à un moment donné de la façon dont fonctionnent ces unités d'enseignement, qui supposent quand même une collaboration étroite entre le médico-social, qui est chargé d'accompagner ces unités d'enseignement, et l'éducation nationale, donc qui reçoit dans ses murs donc ces classes d'enfants avec autisme en maternelle. Parce que jusqu'à présent, comme il n'y avait pas de CLIS dans les écoles maternelles, donc si on accueillait un enfant avec autisme en maternelle, c'était nécessairement en classe ordinaire. Là, effectivement, il y aura ces unités d'enseignement qui pourront accueillir certains de ces élèves. Alors ensuite, il y a les CLIS en école élémentaire, les ULIS collège-lycée, les unités d'enseignement qui sont dans les établissements spécialisés, IME, hôpital de jour, ITEP. Et puis, pour certains, et je pense que les pouvoirs publics en ce moment voudraient que cette modalité se développe, ce qu'on appelle les scolarités à temps partagé entre l'unité d'enseignement d'un IME par exemple, et puis le milieu ordinaire, mais pas la classe ordinaire, là, plus la CLIS ou l'ULIS. Ce qu'on appelle les temps partagés. Alors c'est vrai que les rapports, puisqu'il y a eu des rapports, montrent que ces temps partagés que les pouvoirs publics souhaitaient voir se mettre en place se sont peu développés. Et pourtant, il y a eu un accroissement du nombre d'enfants handicapés accueillis en milieu ordinaire. Mais là, il faut faire attention, c'est-à-dire cette explosion, parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, je n'étais pas sortie là, parce qu'il y a beaucoup de temps, donc voilà, effectivement, il y a une augmentation importante ces dernières années, mais il faut quand même comprendre que cette augmentation, elle est due à l'entrée dans le champ du handicap de toute une population qu'on appelle la population des 10. On ne va pas se plaindre d'ailleurs qu'ils soient reconnus, dépistés, aidés, etc. Mais du coup, cette population fait exploser les chiffres des enfants accueillis en milieu ordinaire. C'est pour ça que quand on regarde les rapports, et souvent, voilà, il y a des responsables quelquefois qui se félicitent, mais bon, ceux qui étaient en établissement spécialisé, ils y sont toujours, ils ne sont pas plus en milieu ordinaire. Donc il faut faire attention aussi aux chiffres et à la façon dont on peut les interpréter. Alors, je voudrais dire juste un mot, rapidement, parce que ce n'est pas encore complètement clarifié cette affaire-là. Il y a des décrets qui viennent de sortir, le 19 février 2015,
ce sont des textes qui précisent les cahiers des charges pour les PPS et pour le GEVASCO. Et dans ces textes, on a été surpris parce que, à un moment donné, on présente les différentes modalités de scolarisation, et dans la liste de toutes ces modalités, on ne retrouve pas les CLIS. Les CLIS sont absentes, elles ont disparu. Alors on s'est demandé qu'est-ce qui se passait, et par contre, on retrouve les CLIS, mais à côté des UE, les CLIS UE. Donc, ça signifie qu'effectivement, on va transformer les CLIS. On va transformer les CLIS, les associer aux UE, pour permettre à ces enfants qui sont scolarisés, accueillis en établissement spécialisé, de venir en milieu ordinaire. Et donc, on commence à parler de CLIS UE. Il y aura aussi des ULIS UE. Alors, et en même temps, ce qui se profile, bon, mais les textes ne sont pas encore sortis, et c'est vrai que dans la liste, on voit apparaître Ulysse, mais Ulysse sans précision. Il y aurait, il va falloir le voir dans les textes qui doivent sortir probablement, ce qu'on appelle des Ulysses écoles, parce qu'aujourd'hui les Ulysses c'est dans les collèges et les lycées, et bien désormais il y aurait aussi des Ulysses écoles. Donc, vous voyez, ça complexifie un petit peu les choses. Et donc, ça permettrait finalement à ces temps partagés de se développer, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont aujourd'hui dans les établissements spécialisés, eh bien, seraient relocalisées dans l'école ordinaire, seraient accueillies dans l'école ordinaire et deviendraient donc des CLIS UE, puis des Ulysses UE après, et puis il y aurait les Ulysses écoles et les Ulysses collèges. Alors, c'est vrai que, bon, il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer. On peut se poser la question, avancer, recul, difficile, intégration, inclusion, c'est là-dessus aussi que j'aimerais, moi, proposer mon analyse. Moi, j'ai un avis partagé, c'est-à-dire qu'à la fois, je me dis, c'est une avancée, parce que si on peut permettre à des enfants qui, jusqu'à présent, sont accueillis en établissement spécialisé, donc qui sont, du coup, là, c'est ce qu'on appelle la ségrégation quand même, ils sont mis à part. Ils sont mis à part des autres, ils n'ont jamais l'occasion de rencontrer des élèves dits ordinaires. Et si on leur donne l'occasion, là, d'être effectivement en milieu ordinaire, bon, même s'ils n'y sont que géographiquement, c'est ce qu'on peut craindre, je me dis que c'est toujours mieux, c'est un premier pas, voilà. Simplement, effectivement, ce qui est un petit peu gênant, mais on a l'art de complexifier les choses en France, c'est quand même assez incroyable. Alors, il y aurait ceux qui seraient dans les Ulysses écoles. Alors, je veux dire, vous voyez, ça peut ressembler un petit peu à la discrimination, c'est ça qui est un petit peu choquant par rapport à la philosophie de l'inclusion. Je vais y revenir après. Il y aurait ceux qui sont accueillis dans les Ulysses écoles, les plus performants au fond, ceux qui vont être ponctuellement accueillis, inclus, intégrés, je dirais plutôt, dans les classes ordinaires. Et puis ceux qui seraient dans les CLIS UE, ils viennent des établissements spécialisés, donc ils sont effectivement plus handicapés. Et voilà, ça ressemble à, je ne sais pas trop, enfin moi je le perçois un petit peu comme une espèce de discrimination. Et puis, ce qui me gêne beaucoup, et alors c'est ce que je vais développer maintenant, c'est cette confusion importante qu'on fait aujourd'hui entre intégration et inclusion. Voilà, alors je vous montre un schéma là qui est connu, il circule dans les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Effectivement, l'inclusion, l'exclusion pour commencer, bon, on n'en est plus là heureusement, la ségrégation elle existe toujours, ça c'est effectivement, la ségrégation c'est, même si le mot effectivement, on voit bien, il y a une résonance négative, mais c'est bien ça, hein, c'est-à-dire c'est mettre à part des enfants en situation de handicap dans des institutions spécialisées. Je fais une toute petite parenthèse, mais le Conseil de l'Europe en 2010 a quand même, là aussi, sorti des recommandations, a prôné une désinstitutionnalisation progressive. Mais nous, voilà, alors on hésite un petit peu, mais on n'est pas du tout engagé dans la désinstitutionnalisation. Maintenant, si on exporte les UE, c'est peut-être un premier pas. Mais enfin, bon, voilà, on avance tout doucement. En tout cas, bon, ça c'est effectivement le schéma de la ségrégation. Après, vous avez en dessous l'intégration. Alors l'intégration, effectivement, on accueille en milieu ordinaire. Dans une CLIS, ça reste effectivement une classe d'inclusion scolaire. Alors c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années
on attend que ces clisses s'ouvrent et qu'elles se mettent à fonctionner comme des ULIS, c'est-à-dire comme des dispositifs ouverts. Alors là aussi, on voit de tout, ça dépend où on se trouve. Il y a des endroits où les clisses s'ouvrent et puis, effectivement, incluent des enfants ponctuellement dans les classes ordinaires et d'autres qui sont plus fermées. Les clisses UE, je crains fort qu'elles fonctionnent comme dans le schéma, là, hein, c'est-à-dire effectivement, on accueille géographiquement, l'UE, elle est là, mais voilà, est-ce qu'il y aura des intégrations, des mélanges avec les autres, au moins sur des temps de repas, de récréation, etc., c'est à voir. Et puis, effectivement, l'inclusion, on le voit représenté dans le schéma en bas à droite. Là, effectivement, tout le monde est mélangé, et ça, c'est... Alors, c'est ça le problème, c'est-à-dire, vous voyez, ce qui me pose problème, c'est qu'on appelle classe d'inclusion scolaire ou unité locale d'inclusion scolaire, ce qui n'est pas vraiment de l'inclusion. L'inclusion, c'est ce qui est là, en bas à droite. Tout le monde est mélangé. Et dès l'instant où on commence à parler CLIS ou ULIS, c'est plus tout à fait de l'inclusion, où ça devient de l'inclusion ponctuelle, partielle, avec des limites, etc. Ça, c'est un autre schéma que on fait les Espagnols, que je préfère au précédent parce que le dernier cercle est ouvert. Donc je trouve intéressant de représenter l'inclusion de cette façon-là, non pas comme un cercle fermé, mais comme un cercle ouvert qui peut effectivement accueillir, etc., et qui n'est pas refermé. Alors, la question que je pose, je cite Charles Gardou dans son très joli ouvrage qui s'appelle « L'inclusion, parlons-en ». Lui parle, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, hein, c'est dans le discours, c'est dans tous les discours, et lui parle d'un écran de fumée rhétorique, une nouvelle musique d'ambiance, une danse avec les mots, etc. C'est-à-dire on se fait plaisir, mais en réalité, et je vais revenir un petit peu sur ces notions pour les repréciser, eh bien, c'est pas du tout la même chose, et il faudrait vraiment que ce soit clair dans l'esprit des professionnels, y compris des enseignants, des responsables, etc., pour utiliser on ne peut pas utiliser les notions comme ça n'importe comment. Si c'est de l'intégration, c'est de l'intégration. Si c'est de l'inclusion, mais appeler inclusion des pratiques qui ressemblent beaucoup à des pratiques d'intégration, c'est quand même un petit peu gênant. Alors, intégration ou inclusion. Donc, je reprends la définition de ces termes, même si effectivement elle a été évoquée rapidement tout à l'heure. L'intégration, donc, c'est effectivement la notion précédente, celle qui a précédé la notion d'inclusion. On parle d'intégration quand c'est la personne en situation de handicap ou en difficulté qui doit s'adapter au milieu qui l'accueille. Le milieu d'accueil, lui, il ne bouge pas. Il est ce qu'il est, avec son mode de fonctionnement, avec ses normes, et il va effectivement ouvrir ses portes pour accueillir, quelquefois géographiquement. Alors, il va accueillir plus ou moins, hein, l'intégration, elle est plus ou moins poussée. Mais en tout cas, il ne bouge pas et il reste le même. Je crains fort qu'actuellement, on soit dans cette configuration. On n'est pas encore passé à l'inclusion. Alors, c'est bien qu'on en parle, parce que justement, comme ça, on y réfléchit, on peut peut-être s'y préparer. Et moi, je dis souvent d'ailleurs qu'il faut une formation au handicap pour les enseignants, oui d'accord, mais il faut une formation à l'inclusion aussi. Parce qu'il faut expliquer ce que c'est que l'inclusion, ce que ça suppose, etc. Hein, pour le moment, on ne le fait pas. Alors, dans l'inclusion, justement, c'est le milieu d'accueil qui se montre flexible et qui fait cet effort d'adaptation pour répondre aux besoins particuliers, non seulement des personnes handicapées, c'est là aussi la grande différence avec l'intégration, je vais y revenir, mais fait cet effort d'adaptation pour tous les enfants, pour tous les élèves. C'est ça qui différencie l'intégration aussi de l'inclusion. L'intégration, elle ne concerne que les enfants qui sont différents en situation de handicap ou en difficulté. L'inclusion, elle concerne tous les enfants. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, au fond, l'inclusion, c'est ce que j'ai essayé de montrer, elle implique un changement radical de notre système éducatif. Pas seulement pour les enfants en situation de handicap, mais pour tous les enfants, pour tous les élèves. Et ça, on n'a pas encore vraiment bien compris. On commence un petit peu, pas peut-être qu'ils comprennent mieux que d'autres,
Mais en tout cas, voilà, on n'en est pas encore là. Donc j'aime beaucoup ce schéma pour faire comprendre la différence entre l'intégration et l'inclusion. À gauche, vous avez l'intégration, c'est-à-dire c'est la façon dont notre système fonctionne actuellement. Ça s'appelle l'égalité. Vous savez, égalité, fraternité, etc. C'est très bien, sauf que c'est une égalité complètement fictive. On le sait bien que cette égalité n'existe pas. Néanmoins, on fait comme si elle existe. Et on prétend que l'égalité consiste à donner la même chose à tous. Et d'ailleurs, beaucoup d'enseignants sont très formatés comme ça. Non, non, je veux le traiter comme un autre élève. Ben oui, mais il n'est pas comme les autres élèves. Et puis quand on regarde les autres élèves, ils ne sont pas les mêmes entre eux non plus. Ils ont des compétences, des capacités différentes, etc. Donc là, on donne la même chose, effectivement, à tous les élèves, sauf qu'il y en a un, là, qui est vraiment en grande difficulté, qui ne va rien voir de ce qui se passe de l'autre côté, un qui y arrive tout juste, et puis celui qui est à gauche, il n'en aurait même pas besoin d'aide. Par contre, on pourrait peut-être le solliciter pour aider ceux d'à côté. Ça serait peut-être intéressant. Et du coup, on instaurerait un climat de coopération, parce que l'école inclusive, c'est ça aussi. Hein, au lieu de ce climat de compétition qui existe aujourd'hui entre les élèves, avec ces systèmes d'évaluation, etc., eh bien, un système de coopération où, effectivement, ceux qui ont le plus de capacités, eh bien, on leur donne de temps en temps des responsabilités et on leur demande d'aider ceux qui sont en difficulté ou handicapés. Donc, l'inclusion, c'est à droite. Donc, l'inclusion, c'est pas... ça, c'est une citation de Thomaset. J'aime beaucoup les écrits de Thomaset, donc qui mettent de conférences, là aussi, en école donc, de formation des enseignants, et qui dit que l'inclusion, je suis tout à fait d'accord avec lui, n'est pas une intégration poussée. Voilà, c'est pas... non, c'est tout autre chose, et c'est tout autre chose dans la mesure où l'inclusion concerne tous les élèves. C'est ça la grande différence, et en plus, elle n'a pas de limite, alors que l'intégration a des limites. Alors voilà les deux logiques, comment on peut représenter ces deux logiques de l'intégration et de l'inclusion. Du côté de l'intégration, bah, effectivement, l'intégration concerne les élèves handicapés, on pourrait ajouter en difficulté. L'inclusion concerne tous les élèves. L'intégration est centrée sur les déficits des élèves, tandis que l'inclusion est là pour prendre en compte toutes les différences, quelles qu'elles soient, et pas seulement celles qui sont liées au handicap, avec les déficits. L'intégration nécessite des dispositifs prévus à l'avance. Les CLIS et les ULIS sont ces dispositifs. Tandis que l'inclusion va s'adapter en répondant à tous les besoins des élèves. L'intégration a des limites. L'intégration a des limites parce qu'il y a des normes qui sont en vigueur. Parce qu'actuellement, c'est dans un système comme ça qu'on fonctionne. Hein, un système très normocentré, comme je dis. L'inclusion n'a pas de limite. Il y a d'ailleurs plusieurs formes d'intégration, alors qu'il n'y a qu'une forme d'inclusion. Plusieurs formes d'intégration, parce qu'il y a de l'intégration physique. L'enfant est présent en milieu ordinaire, mais il ne partage aucune activité avec les autres. Ça, c'est de l'intégration géographique. L'intégration sociale, il va partager certains moments, récréation, repas, etc. J'espère que les CLIS UE ne vont pas se contenter de fonctionner comme ça. Et puis l'intégration pédagogique. Donc ça, c'est la plus importante. Mais cette intégration pédagogique dans notre système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, elle est limitée. Parce que dès qu'on intègre l'enfant dans la classe, il va partager ses activités pédagogiques avec les autres. Mais comme il y a une norme, dans la mesure, à un moment donné, où il s'écarte de la norme, eh bien, on va considérer que c'est plus possible. Et là, on va le renvoyer vers les dispositifs adaptés que sont la CLIS ou l'ULIS. Donc l'école inclusive, ça serait vraiment une autre école. Je pense que, j'irais même jusqu'à dire, ne le prenez pas comme un propos polémique, c'est le fruit de réflexion, d'analyse, etc. Je pense que notre système actuellement est un système anti-inclusif. Complètement. C'est-à-dire c'est dans son fonctionnement même qu'il ne peut pas permettre cette inclusion. Donc, alors on peut rêver, je pense que pourquoi pas, c'est-à-dire que dans d'autres pays on l'a fait, c'est une révolution, hein, une espèce de révolution culturelle. D'ailleurs, moi mon désir, parce que je fais beaucoup d'interventions, j'aime bien rencontrer les enseignants, parce que j'ai envie de les convaincre
de les convaincre de l'intérêt pas seulement pour l'enfant handicapé, mais pour eux-mêmes et pour les autres élèves, pour qu'ils aient envie d'eux, et qu'à un moment donné, il y a un mouvement du corps enseignant qui demanderait en quelque sorte le changement de ce système pour qu'il devienne plus inclusif. Si ça pouvait venir de l'éducation nationale, ça serait très très bien. Alors que peut-il faire, Jacques Seller, pour que cette situation évolue? Bien sûr, former les enseignants au handicap, aux stratégies particulières. Et pour ce qui est de l'autisme, il y a eu des recommandations de la Haute Autorité de la Santé en 2012, qui effectivement ont prôné un certain nombre de méthodes et d'outils que vous connaissez. Le gros problème, ça je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est que l'éducation nationale n'a pas été signataire aux côtés de la HAS pour faire ces recommandations. Et ça m'a profondément choquée. Là aussi, c'est lié à notre système. C'est pas des personnes, là. C'est un système, c'est tout. C'est une façon de... C'est notre histoire. Il n'y a même pas à chercher un bouc émissaire. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est tous ensemble qu'on doit essayer de changer ce système. Et c'est vrai que c'est un obstacle parce que du coup, aujourd'hui, eh bien... on ne sait pas très bien si les enseignants sont concernés par ces outils, ces méthodes, puisque c'est la Haute Autorité de la Santé qui les recommande. Donc les compétences, on pense qu'elles sont dans le milieu médico-éducatif. C'est quand même dommage. D'autant que moi j'ai fait de la formation d'enseignants spécialisés, et croyez-moi, on ne peut pas enseigner un enfant avec autisme si on ne connaît pas ces stratégies particulières. Donc vraiment, l'éducation nationale devrait se sentir concernée par ces méthodes et les inclure dans les formations, enfin fort heureusement dans les formations à l'éducation nationale qui existent, on les présente ces méthodes. Mais politiquement parlant, ça aurait été un message très fort que, aux côtés de la Haute Autorité de la Santé, l'éducation nationale effectivement s'allie à la Haute Autorité de la Santé. Je cite en passant un projet dont je trouve qu'on ne fait pas assez de publicité. En plus, j'y participe, donc je me sens concernée. C'est quand même l'éducation nationale qui est concernée, puisque c'est le CNED qui a mis en place ce projet qui s'appelle Canal Autisme. Donc vous avez là l'adresse, et ce sont des formations en ligne qui, au départ, étaient payantes, un prix très modéré, et puis... dans un deuxième temps, sont devenues gratuites pour les enseignants et les AVS, et qui aujourd'hui sont gratuites pour tous. Alors je m'étonne qu'on n'en parle pas beaucoup plus. J'ai fait moi-même une formation, je dois en faire une autre sur l'inclusion. On est un certain nombre à participer à ces formations en ligne. Et là, c'est vrai que pour les professionnels ou pour les parents, c'est très pratique parce qu'ils peuvent les voir comme ils veulent, à leur rythme, chez eux, sans se déplacer, sans payer aussi, etc. Alors bien sûr, ce ne sont pas des formations certificatives, hein, il n'y a pas de... Voilà. Mais si on doit effectivement accompagner ces enfants, c'est très important d'avoir ces formations. Donc voilà, notez Canal Autisme et une page Facebook également, Canal Autisme.